Les États-Unis, avec leurs bombardiers anti-gravité, sont prêts à conquérir le monde. Bien que la propulsion par contrôle de la gravité puisse sembler de la science-fiction, des développements récents suggèrent que les États-Unis ont réalisé des progrès significatifs dans cette technologie de pointe. La création d'un bombardier anti-gravité, doté de capacités au-delà de l'imagination, a laissé le monde bouche bée. Quel est cet aéronef révolutionnaire? Et existe-t-il d'autres appareils similaires? Rejoignez-nous pour découvrir les détails choquants du bombardier américain anti-gravité qui est récemment arrivé en Israël. L'armée américaine a révélé son bombardier avancé, doté de capacités défiant la gravité et indétectable par la technologie actuelle. Cette invention a attiré l'attention des passionnés d'OVNI, car l'appareil ressemble beaucoup à l'image traditionnelle d'un OVNI. Il peut voler à des vitesses extrêmement élevées, décoller et atterrir verticalement, tirer des lasers et même devenir invisible. Cette avancée révolutionne l'avenir de l'aviation et de la défense. Le dévoilement de cette technologie a déclenché une large discussion et spéculation. L'armée a également surpris de nombreuses personnes en créant des forces spatiales réelles, et le Pentagone a diffusé des vidéos d'objets volants non identifiés. Cependant, ce qui était initialement perçu comme une activité d'OVNI était en réalité des vols d'essai d'un nouvel aéronef secret. Cet appareil combine les meilleures caractéristiques des chasseurs d'aujourd'hui. Il possède une forme triangulaire unique, un moteur ultra rapide inspiré du Dark Star, une intelligence artificielle avancée issue du programme NGAD et une technologie furtive semblable au B-21 Raider. L'ensemble du projet est développé à la zone 51 et est connu sous le nom de TR-3B. Voyons maintenant ses caractéristiques uniques plus en détail. Le TR-3A aurait été un aéronef de reconnaissance furtif conçu pour fonctionner aux côtés du F-117, mais les choses sont devenues beaucoup plus étranges avec le TR-3B. Contrairement au TR-3A propulsé par des moteurs à réaction, le TR-3B serait alimenté par un moteur antigravité rétro-ingénierie, supposément récupéré d'un vaisseau spatial extraterrestre écrasé. Le TR-3B est le point de convergence des rapports sur les phénomènes aériens non identifiés, exécutant des manœuvres incroyables, et les récits concernant des aéronefs réels. De nombreuses affirmations en ligne sur le TR-3B décrivent son moteur antigravité comme utilisant de l'énergie nucléaire pour faire tourner du mercure à haute pression afin de créer du plasma, générant ainsi un champ gravitationnel. La plupart des récits sur le développement du TR-3B le lien à l'opération Paperclip, au cours de laquelle les États-Unis ont accueilli plus de 1500 scientifiques et ingénieurs allemands après la Seconde Guerre mondiale pour poursuivre le développement des technologies de défense. Les mythes sur les technologies avancées nazies ont grandi au fil des années, et le concept antigravité du TR-3B a été relié à ces légendes de Wunderwaffe. Même si ces affirmations semblent tirées par les cheveux, il existe des éléments de preuve pour en soutenir certaines. Par exemple, un moteur antigravité comme celui supposé propulser le TR-3B nécessiterait d'énormes quantités d'énergie, bien au-delà de ce que les moteurs d'aviation actuels peuvent produire. Cependant, Lockheed Martin possède un brevet pour de petits réacteurs de fusion froide conteneurisés, qu'ils affirment pouvoir loger à l'intérieur de la cellule d'un F-16. Mais ce n'est que le début. Les aspects les plus extrêmes du TR-3B pourraient potentiellement s'expliquer par le travail d'un ingénieur aéronautique qui, selon les rumeurs, est désormais employé par la Force spatiale des États-Unis. En 2020, la Marine des États-Unis a déposé plusieurs brevets étranges concernant des technologies qui semblent tout droit sorties de la science-fiction, similaires aux affirmations sur le TR-3B. Ces brevets incluent des idées telles que des dispositifs générant des ondes gravitationnelles et des armes capables de modifier l'espace-temps. Ils ont tous un point commun, le docteur Salvatore César Pais. Selon la biographie de Pais, il a travaillé en tant que chercheur diplômé à la NASA, analyste en concepts avancés chez Northrop Grumman, la même entreprise censée être derrière le TR-3A, au programme stratégique des systèmes de la marine, et il serait maintenant affilié à la Force spatiale des États-Unis. Il est confirmé que la marine a investi au moins
466 000 $ pour soutenir les recherches de paix depuis 2017. Une partie de ce travail a été rendue publique dans 3 brevets déposés par la Marine, à commencer par un brevet de 2016 intitulé « Appareil utilisant un dispositif de réduction de la masse inertielle ». Si cela n'était pas déjà surprenant, une diapositive PowerPoint de la Marine intitulée « Pour usage interne seulement » révèle ce que pourrait signifier la technologie du Dr Pais, tel que découvert par une demande de la loi sur la liberté de l'information déposée par The Warzone. La diapositive mentionne une arme de modification de l'espace-temps, soulevant encore plus de questions. Bien que cela puisse paraître incroyable, le Dr Pais bénéficie de soutiens importants, y compris le Dr James Sheehy, le directeur technique de l'Enterprise de l'aviation navale des États-Unis. Sheehy a informé l'examinateur de brevets Philippe Bonzel que la Chine investit déjà massivement dans ce domaine et a souligné qu'il serait préférable que les États-Unis détiennent le brevet plutôt que de payer indéfiniment pour utiliser cette technologie révolutionnaire, affirmant qu'elle deviendrait une réalité. L'une des choses les plus étranges concernant les brevets liés au travail de PES est qu'ils sont publics. Depuis la loi sur la confidentialité des inventions de 1951, l'armée américaine a la possibilité de déposer des brevets non disponibles pour consultation publique. Ces brevets n'expliquent pas non plus comment les États-Unis pourraient avoir eu cette technologie dans les années 1990. En fait, il n'y a aucune preuve que ces brevets aient mené à une technologie physique réelle jusqu'à aujourd'hui. Mais certains croyants soutiennent que les États-Unis ont peut-être essayé de comprendre ces systèmes pendant des décennies et pourraient les révéler par le biais de brevets pour devancer des pays comme la Chine, qui pourraient être proches d'une percée dans la rétro-ingénierie de technologies similaires. Le travail de Salvatore Pais pourrait éventuellement conduire à des découvertes étonnantes, mais pour l'instant, il y a peu de preuves que ces affirmations soient valides ou que ces brevets fonctionnent réellement. Même au sein de la communauté scientifique, beaucoup restent sceptiques. Carl Willis, ingénieur nucléaire et superviseur de réacteurs à l'Université du Nouveau-Mexique, travaillant sur une source de neutrons de fusion à plasma dense pour l'armée, a déclaré à The Warzone que le travail de PES était rempli de jargon inventé, d'affirmations dénuées de sens, de preuves faibles ou absentes d'une théorie solide et de nombreux mots vagues au lieu de détails techniques concrets. Selon Willis, les brevets de paix ne sont probablement pas la percée antigravité que certains espèrent. Le travail de Pais n'est peut-être pas directement lié aux observations du TR-3B, mais il existe un brevet de 2004 par un inventeur nommé John Sinclair que beaucoup de croyants pensent être lié. Ce brevet est souvent cité comme preuve que la technologie derrière le TR-3B est réelle, mais ce n'est probablement pas le cas. Sinclair a déposé de nombreux brevets au fil des ans, beaucoup liés à ce qui semble être des technologies extraterrestres, mais la plupart d'entre eux sont désormais classés comme abandonnés. Certains de ces autres brevets incluent un système pour traverser les murs, un vaisseau spatial dipôle électrique, un générateur de couple hyperspatial, un générateur de trous de verre magnétique, un système de téléportation corporelle, un amplificateur de vision à distance et un générateur d'énergie hydrique. Aucun de ces brevets n'a abouti à des prototypes fonctionnels, ce qui n'est pas inhabituel. Selon l'avocat en brevet Michael O'Brien, un modèle fonctionnel n'est pas nécessaire pour obtenir un brevet. De même, le groupe Ericsson Law indique qu'il n'est pas nécessaire de créer un prototype avant de déposer une demande de brevet. Sinclair n'est pas le premier à tenter de breveter une technologie qui semble appartenir à la science-fiction. Les brevets basés sur des rapports d'OVNI existent depuis des décennies. Ainsi, bien qu'il existe des brevets qui suggèrent que les États-Unis pourraient être en train de rétroconcevoir la technologie des OVNI, aucun d'eux ne semble être la preuve définitive de ce qu'ils prétendent souvent être. D'autres avions américains, comme le bombardier B-2 et l'AV-8B, sont également censés être des aéronefs anti-gravité, mais dans quelle mesure cette affirmation est-elle vraie? Examinons leurs capacités et caractéristiques.
Commençons par le B2, dont certains détails sont publics depuis 2015, mais de nombreuses informations techniques restent secrètes. En tant qu'aéronef à aile volante, le B2 ne possède ni fuselage ni empennage, offrant des avantages significatifs par rapport aux anciens bombardiers grâce à sa combinaison de technologies à faible observabilité, son efficacité aérodynamique élevée et sa charge utile substantielle. Cette faible observabilité permet une plus grande liberté d'action à haute altitude, augmentant la portée et le champ de vision des capteurs embarqués. La portée rapportée par l'USAF est d'environ 6000 milles nautiques, et le B2 se ravitaille toutes les 6 heures en croisière, emportant jusqu'à 50 tonnes courtes de carburant. Le développement et la construction du bombardier ont impliqué des technologies de conception et de fabrication assistées par ordinateur de pointe en raison de ses caractéristiques de vol complexes et de la nécessité de maintenir une très faible visibilité face à divers moyens de détection. Le B2 ressemble aux anciens avions Northrop, comme le YB-35 et le YB-49, qui ont été annulés dans les années 1950. Ce bombardier, avec environ 80 pilotes, possède un équipage de 2 personnes, un pilote au siège gauche et un commandant de mission à droite, avec des provisions pour un 3e membre d'équipage si nécessaire. Il est notamment très automatisé, permettant à un membre de l'équipage d'effectuer diverses tâches, tandis que l'autre surveille l'avion. En ce qui concerne les armements et l'équipement, le B2 a été initialement conçu pour des missions de frappe nucléaire à pénétration profonde pendant la guerre froide. Cependant, avec la dissolution de l'Union soviétique, il a été équipé pour des attaques de précision conventionnelles également. Le B2 peut transporter une variété de munitions, y compris des bombes nucléaires, des missiles de croisière et des bombes guidées de précision. Les systèmes avioniques et les équipements ont été continuellement améliorés, intégrant des technologies avancées telles qu'un radar à faible probabilité d'interception, un système de navigation numérique et un système de gestion de la défense. Le B2 est également équipé d'un système de test embarqué pour des raisons de sécurité et de détection des pannes, surveillant en permanence la performance et l'état de ses composants. Pour contrer l'instabilité de vol inhérente aux aéronefs à aile volante, le B2 utilise un système de contrôle de vol par ordinateur quadruplex à commande fly-by-wire sophistiquée. Ce système peut ajuster de manière autonome les surfaces et les réglages de vol sans intervention directe du pilote, garantissant ainsi la stabilité de l'avion. Les conditions extérieures, telles que la vitesse de l'air et l'angle d'attaque, sont transmises à l'ordinateur de vol par des plaques de détection pitot-statistiques au lieu de tubes pitot traditionnels afin de préserver les capacités de furtivité de l'avion. Le système d'actionnement de vol intègre des composants à actionnement hydraulique et électrique, avec une grande redondance et des caractéristiques de diagnostic des pannes. Northrop a exploré diverses méthodes de contrôle directionnel qui minimiseraient l'impact sur le profil radar de l'avion, choisissant finalement une combinaison de gouvernes de freinage et de poussées différentielles. La poussée des moteurs a joué un rôle crucial dans la conception aérodynamique, influençant la traînée, la portance, les mouvements de tangage et de roulis. Le bord de fuite de l'aile comporte 4 paires de surfaces de contrôle, les élévons internes étant principalement actifs à faible vitesse, comme lors de l'atterrissage. Tous les élévons restent abaissés pendant le décollage pour éviter les dommages potentiels dus au contact et obtenir une attitude de tangage vers le bas jusqu'à ce qu'une vitesse suffisante soit atteinte. Le B2 intègre des moteurs au sein de son aile pour dissimuler les ventilateurs et minimiser les signatures d'échappement, contribuant ainsi à ses caractéristiques de faible observabilité ou furtivité. Ces caractéristiques de furtivité permettent au B2 de pénétrer les défenses anti-aériennes avancées sans être détecté et d'engager des cibles fortement fortifiées. Les attributs de furtivité incluent des signatures acoustiques, infrarouges, visuelles et radars réduites, utilisant un camouflage multispectral pour échapper à divers systèmes de détection. Cette capacité réduit le besoin d'avions d'escorte pour la couverture aérienne, la suppression des défenses aériennes ennemies et les contre-mesures électroniques agissant efficacement comme un multiplicateur de force.
Pour réduire la visibilité optique lors des vols de jour, le B2 est recouvert d'une peinture anti-reflet. Les dessous sombres, adaptés au vol en haute altitude, se fondent bien dans le ciel. Des spéculations suggèrent la présence d'un capteur lumineux orienté vers le haut qui alerte le pilote pour ajuster l'altitude en fonction de l'illuminance changeante. Le design original incluait des réservoirs pour un produit chimique inhibiteur de traînée, qui ont ensuite été remplacés par un capteur de traînée dans les avions de production. La vulnérabilité à l'interception visuelle est limitée à des portées de 20 000 marins ou moins. Le B2 est stocké dans un hangar spécialisé climatisé, coûtant 5 millions de dollars pour préserver son revêtement furtif. Ce revêtement est minutieusement retiré tous les 7 ans avec de l'amidon de blé cristallisé afin d'inspecter en profondeur les surfaces du B2 pour tout enfoncement ou rayure. Il est rapporté que le B2 possède une section radar d'environ 0,1 m². L'appareil ne conserve pas toujours ses caractéristiques furtives. Les pilotes utilisent une manœuvre classifiée appelée « stealthing up » du B2 lorsqu'il s'approche des défenses aériennes. Bien que l'avion soit généralement furtif, une brève perte de furtivité se produit lorsque le compartiment à bombe s'ouvre. La conception propre et à faible traînée de l'aile volante ne permet pas seulement une portée impressionnante, mais contribue également à réduire son profil radar. Cette configuration d'aile volante ressemble de près à une plaque plate infinie, appelée forme idéale de furtivité, car elle ne présente pas d'angle susceptible de réfléchir les ondes radar. L'absence de surface verticale réduit la section radar de l'aspect latéral. Les radars opérant dans des bandes de fréquence inférieures peuvent détecter et suivre certains avions furtifs dotés de multiples surfaces de contrôle, comme des canards ou des stabilisateurs verticaux. Certains analystes suggèrent que les systèmes de recherche et de suivi infrarouge pourraient être efficaces contre les avions furtifs, car toute surface d'un avion se réchauffe en raison du frottement de l'air. L'enfouissement des moteurs au plus profond du fuselage minimise la visibilité thermique ou la signature infrarouge des gaz d'échappement. L'air froid de la couche limite sous l'entrée principale pénètre dans le fuselage à l'admission du moteur, réduisant ainsi la signature thermique par la loi de Stefan Boltzmann. Le B2 ne possède pas de post-combustion, ce qui pourrait augmenter la signature infrarouge, et la conception de l'appareil évite de franchir le mur du son afin de prévenir les détonations sonores et le chauffage aérodynamique qui augmenterait également la signature infrarouge. Selon le principe de Huygens-Fresnel, même une plaque très plate réfléchirait encore des ondes radar, bien que dans une moindre mesure que sous un angle droit. Une réduction supplémentaire de la signature radar est obtenue en utilisant des matériaux absorbants, les radars pour absorber et neutraliser les faisceaux radar. La plupart du B2 est construit à partir de matériaux composites en carbone et graphite, plus résistants que l'acier, plus léger que l'aluminium et absorbant une quantité significative d'énergie radar. L'AV-8B Harrier II, en revanche, est un avion d'attaque subsonique en métal et composite. Il conserve le design de base du Harrier plus ancien, avec ses stabilisateurs horizontaux et ses ailes montées sur les épaules avec une pente descendante. L'avion est propulsé par un moteur à turbofan Rolls-Royce Pegasus, qui dispose de 2 entrées d'air et de 4 tuyères mobiles. 2 tuyères sont situées près de l'avant du moteur et 2 à l'arrière. Ce système est différent de la plupart des avions, qui ont des tuyères uniquement à l'arrière. Le Harrier II possède également des tuyères plus petites sur le nez, la queue et les extrémités des ailes pour le contrôle à basse vitesse. Il dispose d'un fuselage central et de 6 points d'emport d'aile, contre 4 sur le Harrier original. Il peut transporter jusqu'à 9200 livres d'armement, y compris divers missiles et bombes. Il a également une capacité de carburant interne de 7500 livres, soit 50% de plus que son prédécesseur. L'appareil peut utiliser des réservoirs de carburant externes pour une portée maximale de 2000 cent-miles et un rayon d'action de combat de 3 cent-miles. Il peut aussi être ravitaillé en vol. Le Harrier II britannique, conçu pour la RAF,
possèdent des avioniques différentes et un pylône supplémentaire pour un missile sur chaque aile. Le Harrier II conserve la configuration des trains d'atterrissage tandem des modèles précédents, mais déplace les trains d'atterrissage auxiliaires vers le milieu des ailes pour une meilleure maniabilité. Les prises d'air des moteurs sont plus grandes et ont un design révisé. L'appareil dispose de dispositifs d'amélioration de la portance sur la partie inférieure du fuselage qui capturent les gaz d'échappement des moteurs près du sol pour fournir une portance supplémentaire. Les améliorations technologiques de l'appareil facilitent le pilotage par rapport au modèle original. Des fonctionnalités telles qu'une aile supercritique et des commandes à main sur le manette des gaz et le manche réduisent la charge de travail du pilote. Un grand affichage dans le cockpit permet diverses fonctions, y compris des avertissements radars et des listes de contrôle pour la livraison des armes. Les pilotes utilisent des sièges d'éjection 0-0, permettant de s'éjecter même depuis un avion stationnaire. McDonnell Douglas a redessiné le châssis du Harrier, apportant des modifications pour améliorer la visibilité et adapter l'équipage et les avioniques. Le cockpit a été relevé et le cockpit a été redessiné pour une meilleure visibilité. Le fuselage avant utilise des composites en fibre de carbone, tandis que l'arrière a été prolongé et l'empennage fabriqué en composite pour gagner du poids. L'aile a été considérablement redessinée pour améliorer les performances. Il s'agit d'une nouvelle aile supercritique monobloc en composite qui améliore la portance et réduit la traînée. L'aile est plus épaisse, plus longue et plus légère que la version précédente, permettant un plus grand chargement. L'utilisation de composites en fibre de carbone dans différentes parties de l'avion le rend plus léger et plus résistant, réduisant son poids par rapport aux structures métalliques traditionnelles. La plupart des premiers AV-8B Harrier II conçus pour un usage diurne ont été mis à niveau vers les versions Night Attack Harrier ou Harrier II+, tandis que les autres ont été retirés. Le cockpit a également été utilisé pour tester un système permettant aux pilotes de donner des commandes vocales à l'avion, développé par Smiths Industries. La version d'attaque originale disposait d'un système de bombardement Hughes AN ASB-19 qui combinait une caméra TV et un tracker laser pour un ciblage précis. Elle possédait aussi des équipements de défense, y compris des lanceurs de leurre, un récepteur d'alerte radar et un pod brouilleur. Le modèle d'entraînement AV-8B, le TAV-8B, est équipé de 2 sièges en tandem et comprend une extension de 3 pieds 8 pouces dans le fuselage avant pour le second cockpit. Pour améliorer la stabilité, le stabilisateur vertical a été agrandi. Le TAV-8B possède le même cockpit numérique et de nouveaux systèmes que l'AV-8B, mais dispose uniquement de 2 points d'emport et n'est pas utilisé pour le combat. Les premiers TAV-8B étaient dotés d'un moteur F402 RR406A de 21 450 livres-force, tandis que les modèles plus récents ont été mis à niveau avec un moteur F402 RR408A de 23 000 livres-force. Au début des années 2000, 17 TAV-8B ont été mis à jour avec des capacités d'attaque nocturne, un moteur plus récent et d'autres améliorations. Introduite en 1991, le Night Attack Harrier était la première mise à niveau de l'AV-8B. Il ajoutait une caméra infrarouge à l'avant, un HUD plus large, des lunettes de vision nocturne et un système de carte numérique en mouvement. Le FLIR utilise des signatures thermiques pour détecter des objets. Cette version, propulsée par le moteur F402 RR408A, plus fiable et plus puissant, avait aussi des modifications telles que le repositionnement des lanceurs de leurre et une prise d'air plus longue. Elle était initialement appelée AV-8D et est devenue plus tard l'AV-8B-NA. Le Harrier II+ est similaire à la version Night Attack, mais il comprend un radar APG-65 dans un nez prolongé, ce qui lui permet de tirer des missiles avancés comme l'AIM-120 AMRAAM. Ce radar a remplacé l'ancien système de bombardement. Le radar a été adapté des premiers avions FA-18, qui avaient été mis à niveau vers le APG-73. Selon l'expert en aviation Lon Nordin,
Bien que le radar ait ajouté un peu de traînée et de poids, il n'y avait pas de différence de performance significative entre les modèles Night Attack et Harrier 2 ⁇ Merci de nous avoir regardés. Tant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!